Bonjour à tous. Bienvenue sur Histoire incroyable. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, ça compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avance. Le moment où j'ai annoncé à mon mari que j'avais été licenciée, il n'a même pas sourcillé. Pas d'inquiétude, pas de choc, juste une rage bouillonnante. Bien sûr que tu as été licenciée, a-t-il lâché en refermant brutalement son ordinateur portable. Tu as toujours agi comme si tu savais mieux que tout le monde. Peut-être que maintenant tu apprendras quelque chose. Je suis restée figée, encore dans ma tenue de travail, serrant les sangles de mon sac comme si c'étaient les seules choses qui me maintenaient debout. J'avais répété ce moment dans ma tête une douzaine de fois, imaginant qu'il me prendrait dans ses bras, me dirait qu'on trouverait une solution ensemble. Mais ce n'était pas ce moment. Ce n'était pas cet homme. La vérité? Je n'avais pas été licenciée. J'avais été promue. De manière inattendue, joyeuse, après des années de travail discret et ingrat. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, pensant à la façon dont Darien était devenu plus distant, plus distrait, j'ai senti une hésitation en moi. Et s'il le prenait mal? Et s'il m'en voulait de progresser, de gagner plus que lui? Il avait grandi dans une famille où l'homme était le pourvoyeur, celui qui construisait les fondations, comme le disait sa mère. Je l'avais entendu tant de fois, sa voix résonnant dans notre salon comme un mantra dépassé. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce qu'il explose comme il l'a fait. Je me souviens de la façon dont il m'a regardé, comme si j'étais un fardeau, un poids mort qu'il n'avait pas réalisé porter. Tu te rends compte de la situation dans laquelle tu me mets? Comment penses-tu qu'on va payer les factures maintenant? Continuait-il de crier, arpentant la pièce. Pas une seule fois il ne m'a demandé comment je me sentais ou ce qui s'était passé. Je n'ai rien dit. Pas parce que je ne voulais pas me défendre, mais parce que je ne pouvais physiquement pas parler. Ma gorge s'était nouée, comme si mon corps savait instinctivement que je devais rester silencieuse. Et peut-être que c'était une bonne chose, car si j'avais dit la vérité à ce moment-là, que j'avais été promue, que je gagnerais plus que jamais, j'aurais manqué ce qui a suivi. J'aurais manqué les fissures sous la surface qui commençaient enfin à se révéler. Au lieu de cela, je suis restée là pendant qu'il continuait à fulminer, me disant que je n'avais jamais rien apporté de concret. Que tout ce que je faisais, c'était trier des papiers pendant qu'il construisait des choses qui comptaient vraiment. Je me souviens à peine du reste de la soirée. Je crois que je suis allée dans la salle de bain et que je suis restée sous la douche pendant une demi-heure, laissant l'eau brûlante écorcher ma peau comme si elle pouvait laver l'humiliation, la confusion, la peur. Cette nuit-là, il a dormi sur le canapé sans un mot. Je me suis allongée dans notre lit, les yeux fixés au plafond, l'esprit en ébullition. Il y avait eu des signes, je m'en rendais compte, des signes que j'avais ignorés trop longtemps. Les nuits tardives au travail, les regards furtifs sur son téléphone, la façon dont il évitait mon regard quand nous parlions. Et maintenant, cette absence totale d'empathie, cette froideur. Ce n'était plus seulement à propos du mensonge. Quelque chose d'autre se passait. Quelque chose de plus sombre. Et je commençais à le sentir monter sous ma peau. L'instinct de survie, l'instinct de connaître la vérité avant qu'elle ne me détruise. En y repensant, les signes étaient là bien avant que je ne prononce un mot sur mon licenciement. Ce n'étaient pas des drapeaux rouges éclatants, du moins pas au début, juste de petites choses. La façon dont Darien rentrait de plus en plus tard, toujours avec une excuse vague. La manière dont son téléphone, autrefois posé négligemment sur le comptoir de la cuisine, était maintenant toujours face cachée, verrouillé, ou comment il avait commencé à sauter nos petits déjeuners du samedi, une tradition que nous respections religieusement depuis des années, avec rien de plus qu'un haussement d'épaule et un « peut-être la prochaine fois ». Je me disais que c'était juste le stress. Son entreprise de construction avait pris en charge un énorme projet en centre-ville, et il travaillait plus que d'habitude. Je voulais y croire. Vraiment. Parce que l'alternative, le soupçon insidieux que l'homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 10 ans pourrait m'échapper, était trop douloureux à affronter. Mais le moment qui s'est gravé dans ma mémoire, celui que je n'arrêtais pas de repasser en boucle dans ma tête, s'est produit 2 mois avant que je ne le teste. J'étais rentrée tôt du travail un vendredi. Mon équipe avait bouclé un lancement de produits en avance, et je pensais que ce serait une belle surprise pour Darien, de préparer son dîner préféré, d'ouvrir une bouteille de vin, de ramener un peu de nous qui me manquait ces derniers temps. Je suis entrée dans la maison discrètement,
pensant le surprendre en train de travailler dans le salon. Mais dès que j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai entendu sa voix venant du couloir. Il était au téléphone, parlant d'un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Sérieux, sec, presque répété. Non, elle ne se doute de rien pour l'instant, a-t-il dit, suivi d'une longue pause. On a juste besoin d'un peu plus de temps. Et puis il a ri. Pas le rire chaleureux et joueur que je connaissais. C'était autre chose. Froid, détaché, presque cruel. Je suis resté figé dans le couloir, m'agrippant au chambranle de la porte, le cœur battant dans mes oreilles. Il parlait de moi. Je le savais. Je n'ai pas entendu la voix de l'autre personne. Peut-être était-ce sur haut-parleur. Peut-être pas. Mais je sentais le poids de la conversation s'abattre sur ma poitrine comme une pierre. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Puis, comme si de rien n'était, il est sorti de la chambre, m'a vu, et m'a souri, m'a embrassé sur la joue comme si c'était un jour ordinaire. J'ai souri en retour, je suis allé dans la cuisine, j'ai commencé à faire bouillir des pâtes, mais quelque chose en moi s'est brisé ce soir-là. Une fracture silencieuse, invisible de l'extérieur, mais qui se propageait rapidement sous la surface. À partir de ce jour, j'ai commencé à l'observer différemment, à écouter plus attentivement, à repérer les changements subtils dans son comportement, la façon dont il évitait de parler de l'avenir, dont il s'impatientait quand je lui posais des questions sur sa journée, les petits mensonges qu'il racontait sans même se rendre compte que je les avais remarqués. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas paranoïaque. Mon instinct me hurlait dessus, et je l'écoutais enfin. C'était une forme étrange de deuil, pleurer la mort lente de quelque chose tout en prétendant que c'était encore vivant. Je me disais d'attendre, de collecter plus de signes, d'être sûr, jusqu'à ce moment dans le couloir après mon faux licenciement, quand les dernières illusions se sont enfin effondrées. C'est là que j'ai su que quelque chose de plus grand se passait. Quelque chose que je n'avais même pas commencé à imaginer. Mais j'étais sur le point de le découvrir. Et une fois que je l'aurais fait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Il était environ 14 heures quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'étais resté à la maison ce jour-là, prétendant être malade. En vérité, j'avais juste besoin d'espace pour réfléchir. Darien pensait que j'étais toujours sans emploi, brisé, vulnérable, effrayé d'affronter le monde. Il n'avait aucune idée que je travaillais toujours. Aucune idée que je venais d'être promu. Aucune idée que j'utilisais ce temps pour me ressaisir, discrètement, prudemment. Je me suis figé quand j'ai entendu non pas une, mais deux voix entrer dans la maison. La seconde voix n'appartenait pas à un collègue ou à un ami. C'était celle d'Arlina, ma belle-mère. Je me suis glissé silencieusement dans le couloir, me tenant juste derrière la porte entr'ouverte de la chambre d'amis. Je savais que je n'aurais pas dû écouter, mais quelque chose dans la façon dont il parlait si nonchalamment en plein milieu de la semaine me donnait la chair de poule. La voix d'Arlina, aiguë et familière, a retenti. Pourquoi cette visite soudaine en plein milieu de la journée? Tout va bien? Tout se passe exactement comme prévu, a répondu Darien, semblant presque satisfait. Elle m'a dit qu'elle avait été licenciée hier. Complètement dévastée. Comme tu l'avais prédit. J'ai plaqué ma main sur ma bouche, m'empêchant de laisser échapper un hoquet. Enfin, a dit Arlina, exhalant avec satisfaction. Elle n'aura plus le choix maintenant. Elle devra accepter nos conditions. Mes genoux ont légèrement fléchi. Je me suis appuyé contre le mur, le cœur battant si fort que j'entendais à peine ce qui suivait. Elle est complètement dépendante de moi maintenant, a continué Darien. Vendre la maison, ce n'est qu'une question de temps. Arlina a laissé échapper un petit rire satisfait. Tu vois, je t'avais dit que cette fille n'était pas faite pour toi. Trop ambitieuse, trop indépendante. Tu crois vraiment qu'elle serait avec toi si ce n'était pas pour la maison de ton père? C'était comme recevoir un coup dans la poitrine. Cette maison avait été notre foyer pendant une décennie. J'y avais investi tellement de moi-même. Mon temps, mon argent, mon cœur, et maintenant ils prévoyaient de la vendre comme si j'étais juste une locataire qu'ils avaient enfin réussi à faire partir. Ne commence pas, maman, a soupiré Darien. On en a déjà parlé. Et Naomi, a demandé Arlina. Quand vas-tu lui dire que c'est le moment? Naomi. Ce nom m'a frappé comme de l'eau glacée dans le dos. Naomi en lait. Je savais vaguement qui elle était.
La petite amie de Malik avant l'accident. Malik, le frère aîné de Darien, mort dans un accident de voiture il y a 3 ans. Naomi avait disparu après les funérailles. Je n'avais aucune idée que Darien était resté en contact, encore moins. Elle est prête, a dit Darien, la voix soudain plus douce. Le bébé va bien. Naomi dit qu'il grandit vite. Il ressemble déjà à Malik. Mon estomac s'est tordu violemment. Je l'adopterai dès que le divorce sera prononcé, a continué Darien, presque comme s'il discutait d'un contrat commercial. Ce sera mon fils. Notre fils. Je ne pouvais plus respirer. Arlina a murmuré. Pense à quel point Naomi sera heureuse quand elle apprendra que la maison est en vente. Elle a attendu si longtemps pour ça. Mes oreilles bourdonnaient. Ma vision s'est brouillée. Ce n'était pas juste une trahison. C'était un remplacement orchestré. Il ne prévoyait pas seulement de me quitter. Il prévoyait de m'effacer. Le pire, c'est que je n'avais aucune idée depuis combien de temps cela durait. Aucun indice sur combien de sourires, combien de baisers avaient été des mensonges, répétés, stratégiques, calculés. Mon mari ne se contentait pas de me tromper. Il complotait. J'ai toujours su que Naomi était la bonne pour toi, a dit Arlina, sa voix fondant dans ce ton mielleux qu'elle réservait aux personnes qu'elle aimait vraiment. Vous deux êtes parfaits ensemble. C'est juste dommage que tu l'aies rencontrée trop tard, après avoir épousé celle-là. Celle-là. C'est ainsi qu'elle me désignait. Pas Margaret. Pas ta femme. Juste celle-là. Un bouche-trou. Un obstacle. Je me suis mordu la jointure pour ne pas faire de bruit. Tout mon corps tremblait, mais je ne pouvais pas arrêter d'écouter. J'avais besoin de tout entendre. Ne nous emportons pas, a marmonné Darien. Il faut encore s'assurer que Margaret ne se battra pas pour le divorce. Elle ne le fera pas, a répondu Arlina avec assurance. Pas si tu gères ça correctement. Rappelle-lui qu'elle n'a nulle part où aller. Pas de travail, pas d'économie. Elle craquera. J'ai serré les poings, chaque nerf de mon corps hurlant. Il pensait que j'étais impuissante, piégée. Mais je ne l'étais pas. Pas encore. Pas complètement. Et si elle ne craque pas, a demandé Arlina. Et si elle prend un avocat? La voix de Darien s'est abaissée, calme. Trop calme. Alors on l'attaque sur le terrain de l'infidélité. Je suis presque tombée en arrière. Quelle infidélité? A demandé Arlina. Peu importe, a dit Darien. J'ai quelques vieilles photos de cette conférence où elle est allée il y a 2 ans. Juste elle avec des collègues, mais elles peuvent être interprétées de la bonne manière. Assez pour semer le doute. Tu es un garçon intelligent, a dit Arlina, tout comme ton père. Mais il n'avait pas fini. Si ça ne marche pas, a continué Darien, on l'accuse d'avoir divulgué des documents internes. Elle travaillait avec des dossiers clients sensibles. Elle ramenait des choses à la maison tout le temps. Je dirais que je l'ai surprise en train d'essayer de vendre des données à des concurrents. J'ai senti mes genoux céder, et je me suis lentement laissé glisser au sol. Mes mains étaient glacées. Mon mari, l'homme qui m'avait tenu les cheveux pendant que je vomissais à cause d'une intoxication alimentaire, qui avait peint les murs de notre chambre pendant que je choisissais la couleur, prévoyait de détruire ma vie de l'intérieur. Il allait mentir devant un tribunal. Il allait m'accuser de choses que je n'avais jamais faites, juste pour me pousser dehors pour Naomi et un bébé qui n'était même pas le sien. Naomi, la femme douce et discrète dont je me souvenais à peine, seulement par flash du mémorial de Malik. Elle semblait gentille, fragile. Je n'avais jamais imaginé qu'elle reviendrait dans nos vies comme ça. Pas comme la femme qui me remplacerait, pas comme la mère de l'enfant que mon mari voulait appeler le sien. « Comment va le bébé ?» a alors demandé Darien, la voix soudain légère, presque heureuse. « Fort », a répondu Arlina avec fierté. Naomi dit qu'il grandit vite. Il ressemble à Malik. Les mêmes yeux, le même rire. Tu verras bien assez tôt. La pièce s'est mise à tourner. Il construisait une nouvelle famille. Darien, Naomi, le bébé, et Arlina, bien sûr, toujours Arlina, l'unité parfaite. Et dans leur esprit, j'étais déjà partie. Juste de la paperasse. Juste une dernière conversation. Je lui dirai ce soir, a dit Darien. Elle est déjà sur les nerfs après avoir perdu son travail. C'est le moment parfait.
Je jouerai la carte de la sympathie. Je dirai que c'est mieux pour nous deux. Je lui offrirai un peu d'argent pour partir. Arlina a ricané. Joue sur la pitié. Fais-la se sentir comme un fardeau. Elle cédera. Les femmes comme elles le font toujours. J'ai mordu mes lèvres si fort que j'ai goûté le sang. Mais même à travers la douleur, j'ai souri intérieurement, à peine, parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Je n'avais pas été licenciée. J'avais été promue. Et ils n'avaient aucune idée que leur plan s'effondrait déjà. Je suis restée accroupie derrière la porte longtemps après qu'ils ont cessé de parler. Je n'ai pas bougé quand j'ai entendu le canapé grincer ou la porte d'entrée se refermer derrière Arlina. Je suis restée là, serrant mes genoux, le cœur battant si fort que je pensais qu'il me trahirait. Mon corps était figé, mais mon esprit était en feu. Ce n'était pas juste une trahison. C'était la guerre. Et j'y avais plongé, sans armes, sans méfiance, jusqu'à maintenant. Mais je n'allais pas être une victime. Pas silencieusement. Jamais. Ce soir-là, je n'ai pas parlé à Darien. Il agissait comme si rien ne s'était passé. Il s'est versé un verre, a regardé le match, m'a jeté un coup d'œil avec cette expression soigneusement neutre qui semblait maintenant si grotesque. Je ne l'ai pas regardé. Je ne me faisais pas confiance, car si je l'avais fait, j'aurais pu briser l'illusion, et j'avais besoin de cette illusion, au moins pour un peu plus longtemps. Au lit, je suis restée immobile, les yeux ouverts, le dos tourné à lui. Il s'est endormi rapidement, comme toujours, comme si la journée n'avait pas inclus un complot pour m'effacer de sa vie. J'écoutais sa respiration et je planifiais. Le lendemain matin, je suis sortie de la maison avant l'aube. Je ne suis pas allée au travail. Pas tout de suite. Je suis allée au placard de rangement où nous gardions les vieux documents, garanties, reçus, contrats, déclarations fiscales. J'ai sorti tout ce que je pouvais trouver. J'avais besoin de preuves que j'avais contribué à cette maison, que j'y avais investi mon propre argent, pas juste ma présence. Le nouveau chauffe-eau, ma prime l'avait payé. Les armoires sur mesure dans la cuisine, mon design, mon acompte. J'ai déterré des relevés bancaires, des factures de livraison, des reçus de meubles. Je les ai tous emballés dans une boîte, puis dans un sac, et j'ai conduit à travers la ville jusqu'à la seule personne en qui j'avais confiance, Émilie. Émilie Barnes n'était pas juste une collègue. C'était mon amie. 4 ans que nous étions la bouée de sauvetage l'une de l'autre pendant les nuits tardives au bureau. Elle connaissait ma commande de café, mon anniversaire, le nom du chat errant que j'avais essayé d'adopter, et échoué lamentablement. Plus important encore, elle ne m'avait jamais trahi, pas même avec des ragots. Et ça la rendait inestimable maintenant. Quand je suis arrivée chez elle, elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste regardé un moment, puis s'est écartée. J'ai besoin d'une faveur, ai-je murmuré. Ne dis rien de plus, a-t-elle répondu. Dans sa cuisine, j'ai posé les documents sur sa table. S'il m'arrive quelque chose, si je disparais, si j'arrête de répondre aux appels, donne ça à mon avocat. Elle a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Je ne suis pas paranoïaque, ai-je ajouté, voyant l'inquiétude sur son visage. Mais je ne peux pas prendre de risques. Émilie a hoché la tête lentement. Tu me fais un peu peur. Mais d'accord, tout ce dont tu as besoin. J'ai expiré, la tension dans ma poitrine se relâchant juste un peu. Je ne lui avais pas tout dit. Pas à propos de Naomi, pas à propos du bébé. Pas encore. Mais elle en savait assez. Que quelque chose n'allait vraiment pas. Que j'avais besoin d'elle. Et pour l'instant, c'était suffisant. En rentrant chez moi, je suis passée par le parc où Darien et moi avions l'habitude de nous promener le dimanche. Je me souvenais de la façon dont il me tenait la main. De la manière dont il me regardait autrefois, comme si j'étais tout son monde. Cet homme, cette version de lui, était mort. Celui qui m'attendait à la maison maintenant était un étranger dans une peau familière. Et ce soir, cet étranger allait m'asseoir, me regarder dans les yeux, et me demander de disparaître. Il n'avait aucune idée que j'étais déjà en train de planifier comment m'assurer que ce serait lui qui perdrait tout. Quand je suis passée par la porte d'entrée ce soir-là, je savais que ça allait arriver. La conversation, la performance, il l'avait répété dans sa tête. Je pouvais le voir sur son visage, cette inquiétude forcée, la lourdeur artificielle dans ses épaules. Darien Carter était sur le point de prétendre être le gentil dans sa propre trahison. « Salut »,
a-t-il dit, la voix basse, prudente. On devrait parler. Je lui ai offert un sourire fatigué. Juste assez pour sembler abattu. Juste assez pour le garder confiant. Bien sûr, ai-je répondu, posant mon sac près de la porte. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un geste vers le salon, déjà aménagé comme une scène de théâtre. Il a tamisé les lumières. 2 verres de vin étaient posés sur la table basse. Il avait même drapé une couverture sur l'accoudoir, comme si ça allait être une discussion douce et mutuelle, comme s'il me faisait une faveur en démantelant ma vie en douceur. Je me suis assise. Il a pris le fauteuil en face de moi, croisant les doigts, laissant échapper un soupir si théâtral que j'ai failli rire. Margaret, a-t-il commencé, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à nous, à où nous en sommes, et je pense que nous nous sommes éloignés. J'ai gardé les yeux sur le verre de vin, hochant légèrement la tête. D'accord. Je ne veux pas que ça devienne moche, a-t-il continué, se penchant en avant. Je ne veux pas d'avocats ou de tribunaux. Je pense juste qu'il est temps que nous admettions tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus. Il semblait dévasté, comme s'il était la victime, comme si cette décision le déchirait de l'intérieur. Je veux dire, avec toi sans travail maintenant, a-t-il ajouté doucement, peut-être que c'est le bon moment pour un nouveau départ pour nous deux. Mon estomac s'est retourné. J'ai laissé ma lèvre inférieure trembler légèrement. Tu dis divorce. Il a hoché la tête, saisissant son vin comme s'il méritait de prendre une gorgée de victoire. Oui, mais à l'amiable, civilement. Je ne veux pas me battre. Je suis prêt à t'aider à te remettre sur pied. Tu auras besoin d'un endroit où vivre, évidemment, et d'un peu d'argent pour t'installer. J'ai incliné la tête juste assez pour sembler fragile. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr, a-t-il dit, posant une main sur sa poitrine comme un sauveur. Je tiens à toi, Margaret. Je pense juste que nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre. Nous avons tous les deux changé. Il a marqué une pause pour les faits, puis a ajouté, et la maison, elle m'appartient légalement. Elle m'a été léguée par mon père, mais je veux être juste. Je t'offrirai une indemnité, quelque chose pour t'aider avec le loyer pendant quelques mois. J'ai cligné des yeux, laissé échapper un souffle tremblant. Combien? Il a nommé un chiffre. C'était risible. Une fraction de ce que j'avais investi dans cette maison. Mais je n'ai pas ri. Je n'ai même pas sourcillé. Au lieu de cela, je l'ai fixé comme si je le voyais pour la première fois. Je pensais juste qu'on essaierait plus fort, ai-je murmuré. Je pensais qu'on était plus fort que ça. Darien a tendu la main, a touché ma main comme un homme jouant un rôle qu'il ne se souciait plus de jouer. Je suis désolé, mais c'est le meilleur chemin à suivre. Je te le promets. Et là, je lui ai donné ce qu'il voulait. J'ai hoché la tête lentement, les yeux humides, les lèvres serrées dans une apparence de défaite. D'accord, ai-je dit, je vais y réfléchir. Il a expiré, visiblement soulagé. Mais derrière mon silence, derrière le souffle tremblant et les cils mouillés, j'étais déjà en train de construire mon dossier. Parce qu'il ne voulait pas d'avocat. Mais j'allais engager le meilleur de la ville. Le lendemain matin, je suis sortie de la maison avant que Darien ne se réveille. Il ronflait encore sur le canapé, enfoui sous une couverture comme un enfant fuyant les conséquences. Je n'ai pas laissé de mots cette fois. Pas d'explication, pas d'au revoir poli, juste le silence. Qu'il se demande. Le centre-ville de Fairhaven s'éveillait à peine quand je suis entrée dans l'immeuble en briques où le bureau de Monica Bell était niché entre un fleuriste et un comptable fiscal. Le couloir sentait légèrement la lavande et l'encre. J'ai attendu dans la salle d'attente pendant 10 minutes qui m'ont semblé une éternité, répétant ce que j'allais dire. Mais quand Monica a ouvert la porte et appelé mon nom, je me suis levée, je suis entrée, et je lui ai tout raconté. Pas tout, exactement. J'ai omis Naomi, le bébé, la trahison si profonde qu'elle faisait craquer ma voix. Mais je lui ai donné assez. Assez pour qu'un avocat voie la forme du champ de bataille à venir. La maison héritée, les années de dépenses partagées, les reçus et relevés bancaires, la manière dont il voulait un divorce rapide et discret, avec une somme si basse qu'elle était insultante. Monica a écouté sans juger. Son visage était calme, analytique, son stylo glissant sur un bloc-notes jaune comme s'il était entraîné pour la guerre. « Vous êtes mariés depuis 10 ans ?» a-t-elle demandé, son ton précis. 12, ai-je corrigé. Dit légalement,
2 avant cela. Elle a hoché la tête, pris une note. Des enfants. Non. Preuve des contributions financières à la maison? J'ai des reçus, des factures, des relevés bancaires, tout. Meubles, rénovation, équipement. Elle s'est adossée, a croisé les mains. Margaret, vous avez un dossier solide. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Si nous allons de l'avant, il n'y a pas de retour en arrière. Ce ne sera pas joli. Il va se battre salement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il le fait déjà. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose dans ses yeux s'est modifié. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance. Alors, mettons-nous au travail. Quand je suis sortie, l'air semblait différent, plus frais, plus léger. J'avais encore une montagne à gravir, mais pour la première fois en jour, le poids sur ma poitrine s'était allégé. Je n'étais plus en train de tâtonner dans le noir. J'avais quelqu'un dans mon camp, quelqu'un qui voyait les pièces clairement et savait comment les jouer. Je suis allé directement au bureau après cela. Plus de cachette. J'ai franchi les portes la tête haute, salué mon équipe, pris place à mon bureau et ouvert le tableau de bord du département comme si rien ne s'était passé. Darien pensait que j'étais sans emploi, perdu, vulnérable, mais j'étais de retour, pleinement. Mon téléphone a vibré vers l'heure du déjeuner. Un message de lui. J'espère que tes entretiens se sont bien passés. Fais-moi savoir quand tu seras prête à parler des prochaines étapes. Les prochaines étapes. J'ai presque ri. Il n'avait aucune idée. J'avais déjà fait les miennes. J'ai répondu simplement, on verra. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mon équipe, examiné les objectifs trimestriels, programmé des entretiens individuels, et signé un nouveau projet client. J'étais efficace, concentré, inébranlable, et quand j'ai enfin quitté le bâtiment au coucher du soleil, je savais que quelque chose avait changé en moi de manière permanente. Je n'étais plus la femme qui pleurait dans le couloir, qui tremblait en silence pendant que son mari planifiait son effacement. Cette femme était partie. À sa place se tenait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus acéré, de près. Il voulait que je disparaisse en silence. Mais maintenant, j'étais prête à tout reprendre à mes conditions. Darien m'attendait quand je suis rentrée à la maison. Il était dans la cuisine, appuyé contre le comptoir, les bras croisés, essayant de paraître calme, mais le tic dans sa mâchoire, le léger déplacement de son poids, racontait la vraie histoire. Il était nerveux. « Salut », a-t-il dit, comme si nous étions colocataires discutant des courses. « T'as 1 minute ». J'ai accroché mon manteau lentement, puis je me suis tournée pour lui faire face. « Bien sûr ». Il a hoché la tête vers le salon. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, encore une fois. La même mise en scène qu'avant, le canapé, le vin, la sérénité pratiquée. Il n'avait pas changé la scène. Il pensait que la première performance avait fonctionné, que j'avais accepté son script. J'ai réfléchi, a-t-il commencé, je veux finaliser les choses bientôt. Le divorce, les papiers, régler tout pour qu'on puisse tous les deux avancer. J'ai hoché la tête, gardant une expression douce. D'accord. Il a cligné des yeux. Alors, tu es d'accord. Je ne me bats pas contre le divorce, ai-je dit doucement. Mais je veux comprendre ce qui est juste. Alors, j'ai parlé à quelqu'un. Il s'est figé. Quelqu'un? Un avocat? Ses yeux se sont plissés. Pourquoi aurais-tu besoin d'un avocat? Je t'offre une indemnité généreuse. On peut gérer ça nous-mêmes. J'ai incliné la tête. Tu as dit que la maison t'appartenait légalement, non? C'est le cas, a-t-il dit rapidement. Mais nous y avons vécu tous les deux pendant plus d'1 décennie. J'ai investi de l'argent. J'ai des reçus. Je veux juste m'assurer que c'est juste. Il a ri, un rire sec et défensif. Margaret, voyons. Tu exagères. Tu as vécu ici. Ce n'est pas la même chose que posséder. J'ai payé pour la rénovation de la cuisine, ai-je dit doucement. Les carreaux de la salle de bain, les appareils électroménagers, tout ça de mes comptes. Je veux juste que ça soit reconnu. Darien s'est levé, arpentant maintenant. Je ne veux pas que ça devienne moche. Alors, ne m'insulte pas avec un montant qui couvre à peine 3 mois de loyer. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, le masque a glissé.
Je l'ai vu. Le flash de colère, de panique. Tu es déraisonnable. Non, ai-je dit calmement. Je suis intelligente. Tu m'as appris ça, tu te souviens? Planifier à l'avance. Protéger ses actifs. Il a passé une main dans ses cheveux, les yeux fuyants. Tu veux vraiment faire ça? Faire intervenir des avocats? Tu penses que c'est une bonne idée? Je pense que c'est nécessaire, ai-je répondu. Tu as dit que tu voulais que les choses soient justes. C'est comme ça que fonctionne l'équité. Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a juste fixé, comme s'il essayait de recalculer, de me reframer dans son esprit. Je n'étais plus l'épouse fragile qu'il pensait avoir brisée. J'étais autre chose maintenant. Un problème. Alors, qu'est-ce que tu vas demander? A-t-il marmonné. La moitié de la maison. Je ne veux pas la moitié, ai-je dit. Juste ce que j'ai investi, et peut-être un peu plus pour le temps que tu as gaspillé à me mentir. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'a pas nié. Il n'a même pas sourcillé. Et dans ce silence, je savais qu'il avait enfin peur. Il pensait que je m'effondrerais. Il ne s'attendait pas à ce que je m'affute. Le divorce a été prononcé 6 semaines plus tard. Pas en silence. Pas rapidement. Darien a traîné des pieds une fois qu'il a réalisé que je n'allais pas jouer les mortes. Son avocat, probablement le même ami prétentieux dont il se vantait auprès de sa mère, a essayé toutes les astuces du livre. Mais Monica était plus intelligente, plus rusée, impitoyable quand il le fallait. Elle avait une copie de chaque reçu, chaque transfert, chaque signature que j'avais faite sur cette maison. Nous n'avons pas demandé plus que ce qui était juste, mais nous nous sommes assurés que Darien ne pouvait pas garder ce qui ne lui appartenait pas. À la fin, je suis partie avec une indemnité respectable et une reconnaissance légale complète de mes contributions, pas seulement financières, mais en tant que partenaire qui avait investi des années de sa vie dans un foyer partagé, dans la construction de quelque chose de réel avant qu'il ne décide de tout brûler. La dernière fois que je l'ai vu, nous signions des papiers dans une salle de conférence stérile en centre-ville. Naomi n'était pas là, mais je pouvais sentir son fantôme derrière son épaule, silencieuse, passive, attendant de s'installer dès que je serais partie. Darien n'a pas croisé mon regard. Pas une seule fois. Quand tout a été fini, je me suis levée, j'ai rangé le stylo dans mon sac et j'ai dit « Tu m'as toujours sous-estimé ». Il n'a pas répondu. Il n'avait pas à le faire. Je l'ai vu sur son visage. Du regret, peut-être, ou simplement de l'incrédulité, que l'histoire qu'il avait écrite pour moi ne se termine pas comme il l'avait prévu. J'ai emménagé dans un petit appartement avec vue sur la rivière. Pas luxueux, pas grand, mais c'était à moi. La première nuit que j'y ai passée, j'ai laissé toutes les lumières allumées. Pas par peur, mais parce que je le pouvais. Personne pour me dire que j'étais dramatique. Personne pour me traiter de fardeau. Juste le silence, paisible, mérité. Des rumeurs ont circulé que Naomi et Darien avaient des problèmes d'adaptation. Apparemment, les choses n'étaient pas aussi idylliques qu'ils l'avaient imaginé. Élever un enfant n'était pas aussi simple que sourire pour des photos et prétendre que l'amour pouvait être transplanté. Arlina essayait d'aider, bien sûr, toujours à microgérer la vie des autres. Mais j'ai entendu par Émilie que la tension montait, que l'argent était plus serré que prévu, que Naomi ne s'intégrait pas tout à fait comme Arlina l'avait espéré. Rien de tout cela ne m'a surprise, car leur vie était bâtie sur des mensonges, et les mensonges ne tiennent pas les fondations longtemps. Je ne passe pas mes journées à vérifier ce qu'ils deviennent. Je ne traque pas les réseaux sociaux ou ne m'attarde pas dans l'amertume. J'ai reconstruit de zéro à ma manière. Lentement, délibérément. Mon travail est stable. Mon nom est respecté. Je dîne seul certains soirs, mais j'ai appris que la solitude n'est pas la même chose que l'isolement. Parfois, c'est guérisseur. J'ai commencé des cours de boxe le samedi. J'ai repris la lecture de poésie. J'appelle ma sœur plus souvent. J'ai même recommencé à écrire, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. Il y a des parties de moi que je pensais perdues, mais elles étaient juste enfouies sous des années à me faire petite, à faire de la place pour l'ego de quelqu'un d'autre. Et maintenant, je prends tout l'espace dont j'ai besoin. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci. Être sous-estimé est le cadeau le plus dangereux que la vie puisse vous offrir. Parce que lorsque vous vous relevez, lorsque vous ripostez, personne ne le voit venir. Darien pensait que je m'effondrerais.
Au lieu de cela, je suis devenu inébranlable. Fait avec Cœur Rouge par Glasp.